bienvenue à tous pour cette table ronde au thème très intéressant, puisqu'il s'agit des technologies, des innovations de rupture. Quels sont les systèmes d'armes dont nous aurons besoin pour les guerres de demain? Alors, la situation politique et économique s'est transformée ces dernières années, notamment avec l'éruption de la guerre en Europe et la poursuite de conflits asymétriques, notamment au Proche-Orient. Cela a mis en lumière des besoins militaires et industriels nouveaux, et l'obligation à la fois pour les industriels et pour les États de penser à l'évolution de la guerre pour demain. Alors, quelles sont les nouvelles technologies qui sont nécessaires? Comment penser également la guerre du futur? Pour répondre à ces questions aujourd'hui, nous avons ici un plateau exceptionnel avec Monsieur Kiva, le délégué général à l'armement, Monsieur Pierre-Éric Pommelet, le PDG de Naval Group, Jean-Brice Dumont, qui est à la tête des avions militaires d'Airbus, si je ne dis pas de bêtises, et Éric Béranger, le PDG d'MBDA. Alors, la première question n'est pas une question pour la guerre du futur, mais une question pour la guerre d'aujourd'hui. Pendant des années, on a privilégié les développements sur le temps long, les développements technologiques, mais avec le retour de la guerre en Europe, la situation actuelle, le retour brutal finalement de ces conflits, on peut se poser la question de ce que signifie l'entrée en économie de guerre pour les entreprises qui doivent changer peut-être leur façon à la fois de penser la guerre et de penser la conception de leur matériel. Comment est-ce qu'on passe également à une production beaucoup plus importante? Alors cette question, on peut la poser d'abord à MBDA, pour l'entrée en économie de guerre, puisque ça a été l'entreprise qui a été la plus soumise à ce conflit. Donc je passe la parole à Monsieur Béranger. Merci, bonjour à toutes et à tous. L'économie de guerre, en fait, c'est de quoi ont besoin nos forces armées et quand. C'est avant tout ça. Donc c'est quoi le besoin et quand ont-ils besoin de ce que nous pouvons leur fournir. Alors, ce dont ils ont besoin, il y a des choses qui sont connues, qui ont beaucoup circulé dans la presse. Vous avez vu par exemple l'utilisation des Aster en mer Rouge ou la fourniture de systèmes autour d'Aster, les SAMT, en Ukraine. On a vu également dans la presse l'utilisation des Skal Storm Shadow en Ukraine. Tout ça, ce sont des choses que font MBDA, parmi tant d'autres. Et donc, aujourd'hui, le sujet pour MBDA, c'est d'aider nos forces armées à renforcer leur stock, ce qui veut dire que pour nous, c'est vraiment une course contre la montre. C'est une course contre la montre pour leur fournir plus, pour leur fournir plus vite. Et ce n'est pas seulement un sujet pour MBDA, c'est un sujet pour tout notre écosystème, pour nos 1600 fournisseurs. Et donc c'est tout cet écosystème que nous devons amener à faire plus, produire plus et produire plus vite. Maintenant, ce n'est pas seulement un sujet pour aujourd'hui. Le sujet, c'est aussi de conserver une longueur d'avance en permanence, puisque si aujourd'hui des systèmes comme Aster ou comme Skal Storm Shadow remplissent les missions dont vous avez entendu parler dans la presse, c'est justement parce que grâce à ces systèmes, nos forces armées peuvent avoir un coup d'avance. Et ce coup d'avance, il faut le conserver, et donc c'est également un effort qu'il faut maintenir au fil du temps. Et on a vu aujourd'hui que les actions en mer Rouge ou le conflit russo-ukrainien montrent une dynamique extrêmement rapide d'évolution, à la fois dans les menaces et dans les moyens de se défendre. Alors je ne vais pas vous faire une longue litanie, mais parmi les sujets auxquels on peut penser et qui occupe beaucoup la presse régulièrement. Il y a bien entendu tout ce qui tourne autour des munitions téléopérées, où là, du côté MBDA, nous travaillons en partenariat avec des dronistes, donc par exemple Novadem. On a également tout le sujet de la lutte anti-drone. Cette menace de drone est quelque chose qui s'est révélé, qui est monté en puissance, et donc maintenant il faut s'en protéger. Et donc très récemment, nous avons montrer à 17 délégations ce que nous savions faire avec notre système Skywarden. Et puis, si je prends juste un autre exemple, c'est bien entendu tout ce que
permettre les applications, en tout cas l'utilisation de l'intelligence artificielle pour à la fois augmenter la capacité de nos systèmes, leur fonctionnalité, tout ce qu'ils peuvent faire, mais aussi introduire de nouveaux modes opératoires. Donc voilà, je ne vais pas vous faire une longue liste à la Prévert, mais c'est juste pour vous donner quelques exemples. Un, c'est une course contre la montre aujourd'hui, plus vite sur tout l'écosystème, mais en même temps, et le « en même temps » est vraiment très important, ne pas oublier qu'on doit conserver une longueur d'avance. Alors justement, pour la DGA, comment, en tant que maître d'œuvre et en tant que commanditaire, on garde cette avance en travaillant avec les industriels? Alors, c'est un travail qui a été effectivement, bonjour à tous, excusez-moi, et à toutes. C'est un travail qui a été effectivement engagé il y a, on va dire, depuis la déclaration du président de la République, Eurosatori 2022. On a parlé d'économie de guerre, ce qui est quelque chose qui a un petit peu stupéfait tout le monde. Il y a un effet de sidération sur l'économie de guerre. L'économie de guerre, je rappelle, ça ne veut pas dire qu'on est en guerre. Ça veut dire qu'on se prépare à être capable de répondre à des engagements de haute intensité. Et finalement, ce faisant, on bascule dans un modèle qui est post-guerre froide, où on avait des engagements choisis, et un modèle aujourd'hui où on a des engagements subis, et où finalement, il y a des gros mots qui reviennent. Production. Ça, c'était un gros mot. On avait oublié la production. Le développement, c'était noble. La production, ça ne l'était pas. Faire des stocks. Là aussi, faire des stocks, c'est un syndrome de mauvaise gestion. On immobilise des actifs. Et donc aujourd'hui, on a ce devoir de rentrer dans cette économie de guerre. Et c'est le travail qu'on a engagé avec ces messieurs qui sont autour de moi, ainsi qu'avec l'ensemble des grands donneurs d'ordre de la BITD, mais aussi avec les 4500 PME, ETI, start-up qui composent cette base industrielle et technologique de défense. Parce que le défi, c'est quoi? C'est d'abord d'augmenter les cadences. Donc ça, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été pris, parce qu'augmenter les cadences, il ne suffit pas de le dire. C'est pas uniquement de dire MBDA, s'il vous plaît, Eric, si tu peux augmenter tes cadences, ça nous ferait plaisir. Ça veut dire que derrière, il y a un redépliage, si j'ose dire, redépliement, je ne sais pas comment dire, des différents sous-traitants. Il faut aller assez profond dans la chaîne de sous-traitance pour comprendre là où ça peut coincer, qu'est-ce qu'on peut accélérer. Qu'est-ce qu'on peut résoudre en termes de goulets d'étranglement? Qu'est-ce qu'on peut relocaliser également? On avait beaucoup de dépendances. Je rappelle qu'on sort de 30 ans de désindustrialisation de l'industrie de défense, où on avait accepté d'abandonner un certain nombre de domaines. Je pense à celui de la poudre, par exemple. Et vous avez vu qu'il y a quelques semaines, on a là aussi recréé, on a posé la première pierre d'une usine de poudre chez Renco à Bergerac, qui sera opérationnelle l'an prochain et qui est nécessaire au fait de développer des charges propulsives pour les munitions 155 mm, dont vous savez qu'elles sont un point extrêmement important de notre assistance à l'Ukraine. Donc, augmentation des cadences, il y a déjà des résultats. Je pense à l'Aster. On a mis en place une Tiger Team, si vous me passez l'expression, avec MBDA, où on redéplie l'ensemble de l'organigramme. C'est très compliqué parce que quand on accélère quelque chose, on ralentit forcément quelque chose d'autre. Donc il faut faire attention à l'équilibre entre les différents programmes. C'est la même chose pour les César, c'est la même chose pour les Mistral, c'est la même chose pour les GM200, les radars de Thales. Donc voilà, c'est tout un ensemble de paramètres qu'il nous faut considérer. Relocalisation, recréation de filières, création de filières nouvelles. Je pense à l'impression 3D par exemple. Le problème du financement également, parce que pour faire tout ça, il y a certes la loi de programmation militaire, mais elle ne suffit pas, donc il faut des investissements, notamment attirer des capitaux privés pour financer la défense. Et je rappelle qu'on sort là aussi de quelques années où on s'est désengagé du point de vue financier, où le financement de l'industrie de défense, c'était sale, c'était pas bien vu, c'était là aussi compliqué, risqué. Et donc après l'économie de guerre, quelque part, il y a la finance de guerre aujourd'hui que l'on doit aborder. Et tout ça avec 2% du PIB. Et je rappelle que quand on est sorti de la Deuxième Guerre mondiale, on était plus proche de 30% que de 2%. Quand on était en 1961, qui est une date que je connais bien, parce que c'est la date de création de la DGA, on était plutôt aux alentours de 7% du PIB. Donc ça, tout ceci, ce sont des difficultés qu'il nous faut traiter aujourd'hui, sur lesquelles il nous faut accélérer. Je ne vais pas être trop long, mais c'est tout ça, l'économie de guerre, et c'est bien le sens des travaux que nous menons avec nos amis industriels avec lesquels nous collaborons aujourd'hui sur une base journalière.
peut-être rebondir sur ce qu'ont dit mes prédécesseurs. Déjà, bonjour à toutes et à tous, et en particulier sur ce que vient de dire Emmanuel, en prolongeant, parce que derrière ces logiques industrielles de production, etc., il y a aussi un état d'esprit. Et je crois que depuis, Emmanuel, depuis qu'avec le ministère des Armées, la DGA, vous nous avez amené dans ce mode de fonctionnement, nous amenons nos entreprises à transformer l'état d'esprit, à transformer la culture, pour être capable, à certains moments, de pousser les tables, voire de les retourner, faire en sorte d'aller plus vite, mais d'aller plus vite, pas uniquement en mettant plus de monde et en étant plus cher, mais effectivement en allant plus vite, parce que, par exemple, certaines réglementations normes, aujourd'hui, vous avez ouvert les vannes pour qu'on puisse en discuter. On ne va pas revenir sur tous les exemples, je suis sûr que le Paris Air Forum a eu l'occasion d'en parler, et d'amener nos équipes à... vous avez parlé de temps long, temps court, à réussir, excusez-moi le terme un peu de mécanique quantique, mais l'intrication entre le temps court et le temps long. On dira ce qu'on veut, mais, alors j'ai parlé pour Naval Group, faire une frégate ou un sous-marin nucléaire, ça prend un peu de temps. Voilà. On ne va pas, en quelques années, mettre, alors même si je suis sûr que tu en rêverais, un nouveau sous-marin nucléaire lanceur d'engins à l'eau dans quelques années. Ça prend des dizaines d'années, ça prend des générations. Voilà, on en parlera ensemble. Voilà. Par contre, ce qu'on peut regarder aujourd'hui, c'est que ce qui a été fait, et c'est ce qu'a dit Éric Béranger, fait le job. Voilà. Ce qui s'est passé en mer Rouge avec les bâtiments de la Marine nationale qui ont été engagés par des drones et des missiles balistiques, finalement, les systèmes de combat et les missiles qu'on leur a conçus, développés, ont fait le job. Par contre, on voit qu'il faut aller plus loin. Il faut équiper, mieux armer, être capable d'avoir des systèmes plus robustes, plus simples aussi, sur de la lutte anti-drone. Et c'est cette intrication du temps long, faire une frégate avec de la défense antiaérienne, et du temps court qui est d'intégrer un système optronique en quelques semaines. Voilà, on aurait qui était le viseur Paiseo du Leclerc. Absolument. Ah oui, on a mis le viseur du char Leclerc sur des frégates parce que ça nous permettait de caractériser plus loin la menace drone. Voilà. Et quand on l'a intégré avec les équipes de Safran et qu'on a vu que les plans de montage pour l'intégrer sur le bateau n'étaient pas exactement ce que la norme prévoyait, etc., en quelques heures, les équipes techniques de la DGA, de la Marine, du SSF ont dit on l'a fait, la Marine est très contente. C'est intégrer des nouveaux systèmes de lutte anti-drone. Je crois que tu l'as dit, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la lutte anti-drone, on les intègre sur nos navires. Donc l'état d'esprit qui consiste à amener les équipes à penser temps long, parce que ces grandes capacités, il faut les maintenir, et en même temps d'apporter des capacités temps court, en étant, alors là pour le coup, extrêmement rapide, extrêmement vif, et en retournant la table, parfois d'un certain nombre de normes et de réglementations, avec un ministère des Armées qui nous a ouvert la porte. Tout n'est pas encore parfait, hein, on continue à y travailler, mais en tout cas, on sait qu'on a en face de nous. Vous savez, parfois, les normes, nous sommes nous-mêmes les principaux artisans de la norme parce qu'on croit qu'elle nous protège. En fait, elle ne nous protège pas du tout. Et voilà, on pourrait donner plein d'exemples de sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui pour simplifier. Ça fait partie de l'économie de guerre. Alors, si je peux me permettre, vous avez incité à rebondir, puis je me mets à la place du public. C'est casse-pied, les tables rondes où il y a des propos liminaires, et puis ensuite on passe à la question d'après. Donc on fait ça de manière un peu interactive. Effectivement, les normes, alors ça protège quand même, ça protège d'un point de vue sécurité, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire au-delà de la sécurité. Et c'est notamment le travail qu'on a en commun. Alors en commun, ça veut dire état-major des armées, état-major d'armée, DGA et industrie sur l'analyse de la valeur. C'est quand on développe un système, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout? Est-ce que finalement, par rapport à un bâtiment de garde des mines qui convient à nos amis belges, on a besoin, parce que c'est une exigence française, de se doucher à l'eau potable lorsqu'on est à bord? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier l'analyse de la valeur, analyse de la valeur technique et analyse de la valeur du besoin? Et ça, c'est quelque chose qui est partagé avec l'état-major des armées et qu'on travaille avec l'industrie pour être au juste besoin et permettre là aussi de développer des choses plus rapidement, moins chères et qui soient exactement à la juste expression de besoin des armées. Peut-être un rebond sur quelques-uns des points évoqués. Je pense que parler des process, des normes, des standards, on a commencé à regarder la chose en se disant on va passer en process de guerre, on va passer en standard, fast track. Et puis certains d'entre nous, c'était pas moi donc je peux le dire parce que l'idée est bonne. Certains d'entre nous ont dit et finalement quand on aura trouvé ces process de guerre, il faudra peut-être vérifier s'ils sont pas juste applicables en temps de paix. Et si le process allégé n'est pas bon pour la longue route. Donc petite leçon de cure d'amaigrissement de tout le cadre réglementaire que nous nous sommes imposés avec les années, que nous nous sommes imposés tous ensemble avec les années.
Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on a beaucoup parlé de la relation entre le ministère des Armées et les industriels. Dans le ministère des Armées, il y a les forces, qui sont quand même les utilisateurs finaux, qui eux-mêmes, pendant ce temps-là, préparent ce qui pourrait être des conflits nous impliquant plus directement. Et j'ai en tête un exemple probablement connu de beaucoup d'entre vous, qui est Orionis, un exercice conduit par l'armée de l'air, et qui, grâce à une très bonne organisation conjointe armée de l'air, DMAE, a mis tout le système d'opération, ça c'est les pilotes, les avions, et le système de soutien, jusqu'à nos ingénieurs dans les bureaux d'études, en mode de guerre, en mode réponse 24/7. Et donc on a dû regarder comment ce système pouvait soutenir des avions à tout moment, y compris un avion qui a pris un dommage de guerre. Et les résultats ont été très satisfaisants, c'est rassurant de voir que effectivement l'ensemble du système peut se mobiliser derrière l'utilisateur. Et dernier point, effectivement le temps long, le temps court. Nous, c'est pas les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, c'est les avions, c'est l'avion de chasse, c'est l'avion ravitailleur. Ça se construit effectivement pas et ça ne se conçoit pas en 5 minutes. En revanche, ça nous a fait beaucoup réfléchir sur la diversité des produits. Et là encore, avec une pression bienveillante de la DGA, l'idée de regarder les drones plus petits, puisqu'on est sur les drones, à la limite des missiles, les drones qu'on fait dans la Drôme avec Surveycopter, qu'on a exposé à Berlin, l'idée de développement plus rapide de nos drones. On fait aujourd'hui un drone en Espagne qui s'appelle le CIRTAP, développé, qualifié, livré en 3 ans. L'accélération de certains programmes adaptés aux besoins est aussi quelque chose qui a, sans remettre en cause les programmes classiques, les complète. J'en profite. Il y a l'État, il y a 3 industriels, donc j'abuse de mon droit de parole. Mais pour que ça marche, il faut quoi? Il faut qu'il y ait de la confiance. Il faut qu'il y ait de la confiance entre nous. Il faut qu'on arrête de dire les industriels sont juste là pour gagner de l'argent et l'État et la DGA ils sont juste là pour faire de la documentation et des normes contraignantes. Donc confiance. Il faut un travail collectif. Et un travail collectif, c'est effectivement la DGA, c'est l'industrie, mais aussi les états-majors d'armée et l'état-major des armées. Et ça, c'est important. Il faut de la maturité de nos industriels. Autrement dit, plus on fait confiance, moins on demande à la documentation, moins on demande des normes. Et puis, il faut un changement de culture avec une prise de risque assumée du côté de l'État entre l'autorité technique, qui est là déjà, l'autorité d'emploi, qui est l'état-major des armées et les états-majors, et puis derrière, les industriels qui sont capables de prendre leurs risques. Donc c'est une démarche qui est assez collective et qui, je pense, est assez vertueuse. L'économie de guerre nous a imposé d'accélérer dans l'ensemble de ces domaines. Merci pour ces réponses très complètes. Sur la question des technologies, on parle ici de technologie de rupture. On ne le définit pas très bien. Je voulais savoir ce que vous faisiez pour penser à ces technologies, ce que vous faisiez déjà, ce qui va arriver, comment vous envisagez la guerre du futur, même comment vous arrivez à la penser. Est-ce que vous vous basez sur l'expérience actuelle? Est-ce que vous avez des scénarios particuliers? Comment ça se passe également entre, encore une fois, les donneurs d'ordre et les industriels? Je ne sais pas qui souhaite commencer, peut-être. Les technologies de rupture pour MBDA. Bon. Alors encore une fois, comme je disais tout à l'heure, je pense que l'enjeu, en fait, c'est de conserver un coup d'avance. Moi, j'aime bien toujours revenir sur le fondamental. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Et pour conserver un coup d'avance, je pense que un élément très très important, c'est vraiment d'intégrer dans notre réflexion, dans tout ce qu'on va faire, cette évolution qui devient de plus en plus rapide sur à la fois la façon de conduire la guerre et les moyens employés. Et l'une des conséquences, effectivement, c'est le besoin, la nécessité de maîtriser beaucoup de technologies, et pas seulement de technologies en tant que telles, mais également des savoir-faire, et d'imaginer des modes d'utilisation nouveaux. Alors, si je prends l'exemple de MBDA, aujourd'hui, MBDA offre toute une gamme de solutions en termes d'armement complexe. En fait, on est les seuls dans le monde occidental qui ne soient pas américains et qui offrent toute la gamme dans les armements complexes. Et donc, ça nous oblige effectivement à non seulement avoir
toute une palette de technologies assez incroyables, mais surtout à les entretenir et à en développer de nouvelles. Donc là aussi, je pense que ce ne serait pas l'objet de vous faire toute une litanie, mais je peux citer quelques exemples. Un premier exemple, c'est par exemple tout ce qui tourne autour de la propulsion hypersonique. Il y a beaucoup d'enjeux technologiques autour de ça. Déjà, c'est pas un sport de masse de maîtriser les phénomènes fluidique, d'écoulement des fluides quand on veut faire de la propulsion hypersonique. Et les matériaux, par exemple, qu'on a besoin d'utiliser, là aussi, c'est assez particulier. Donc, toute cette physique des matériaux, ça veut dire des développements assez conséquents et des innovations très, très fortes. J'ai mentionné tout à l'heure l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle nous sert à combiner des effets. Elle nous sert également à développer de nouveaux modes opératoires. Par exemple, ça nous donne la possibilité d'organiser des comportements collaboratifs entre plusieurs objets au sein d'une meute. Ça, c'est une démonstration qu'on a faite au dernier Bourget. Un autre exemple de technologie qui est en train de monter, c'est l'utilisation des lasers. Donc en France, on est en train de développer l'utilisation d'LMAP à travers SILAS, mais on est également au Royaume-Uni à travers Dragonfire, on est également en Allemagne. Et puis, il y a également toute une dynamique dans les utilisations et la capacité de plus en plus forte qu'on voit d'utilisation de ce qui vient du monde civil, de ce qui vient du monde commercial. Et ça, c'est ce qu'on voit dans le domaine des drones. Et ça nous amène également à bien prendre conscience que ce besoin d'avoir toujours un coup d'avance, ça nous oblige surtout à ne pas travailler en silo. L'un des éléments vraiment qui me frappe aujourd'hui, c'est cette diversité de moyens, diversité de développement, diversité d'acteurs, et ça nous oblige tous finalement à être capables de travailler en partenariat de façon transversale. Et donc je citais tout à l'heure ce qu'on fait aujourd'hui avec Novadem dans le domaine des drones, mais on a des tas d'autres exemples. Peut-être pour me faire l'avocat du diable une seconde, on parle de temps court et de temps long. On nous a aussi beaucoup reproché, alors quand je dis nous, c'est le complexe complet, d'avoir été piloté par les technologies et d'avoir fait des produits technologiques à l'excès. Donc on a aujourd'hui, parmi les besoins, si on prend l'Ukraine comme une grille de lecture, on a besoin de simplifier. On s'est fait dire assez souvent, faites plus simple, faites plus simple. On parlera de technologie plus tard. Bon, ça c'est une critique du passé, c'est un bon point, mais pour autant, ça nous amène à juste dire qu'il faut les technologies au bon moment pour le bon besoin. Et des technologies comme celles disponibles aujourd'hui, la question c'est plus de les utiliser. Tu parlais d'intelligence artificielle, on peut élaborer longtemps sur le sujet, d'utiliser les technologies qui sont disponibles aujourd'hui pour les implémenter au plus vite. Donc, pour continuer dans la liste des exemples, je vais pas faire une liste trop longue. Comme les drones sont émergents dans le monde de l'aéronef, et que partant des petits drones, on va quand même vers des drones plus gros, les drones de combat, les drones tactiques, peut-être un seul sujet ou dans deux sujets sur les drones, le combat collaboratif, ce qu'on appelle en anglais man-on-man teaming, la capacité d'un avion piloté de voler avec un avion non piloté, et vous pouvez imaginer tous les débouchés. En soi, c'est une technologie qui fait appel à l'intelligence artificielle, qui est très, très digitale comme technologie. C'est un mélange de connectivité et d'informatique. Et puis, un autre exemple lié aux drones. Les drones sont amenés à accompagner les avions de chasse. Il va falloir les ravitailler à un moment, parce que sinon le drone, il tombe. Et ravitailler un drone, c'est à nouveau un ravitailleur qui lui-même doit être capable de guider le drone, de l'amener derrière et de le ravitailler. Sachant qu'il n'y a pas de pilote pour gérer le problème dans ce cas-là. Et ça, c'est des applications qui se font sur la base de technologies existantes, je dirais. On n'est pas en train de parler des matériaux d'aéronefs discrets de la décennie prochaine ou de la suivante. On parle de choses qu'on peut faire relativement vite. Ouais, on suit l'ordre et puis on laissera Emmanuel terminer sur quels sont les process qui permettent de prévoir l'avenir et la guerre de demain. Donc c'est vrai que nous, on est sur finalement ce qu'on regarde aujourd'hui.
Dans le domaine naval, il y a une rupture évidente qui est celle de l'utilisation de systèmes autonomes. Alors on en a beaucoup parlé, les drones. C'est vrai que les drones aéronautiques, on les voyait depuis un certain temps. Les drones navals, on ne les voyait pas, mais on savait qu'ils arrivaient. Voilà. On ne savait pas par contre que l'efficacité... Alors quand je dis on savait qu'ils arrivaient, il ne faut pas oublier qu'il y a déjà 10-15 ans, on voyait notamment en Iran ces essaims de drones navals qui commençaient à inquiéter tout le monde. Et puis bien évidemment, ce qui se passe en mer Noire aujourd'hui, en mer Rouge, c'est l'affirmation que dans ce domaine-là, dans le domaine du combat naval, de même que ça a été dans le domaine du combat aéronautique et terrestre, les systèmes autonomes et toutes les technologies qui vont autour, évidemment, sont une rupture technologique. Alors, il y a une rupture, et donc quand on regarde notre domaine, hein, qui n'est pas encore visible et normale, mais on sait qu'elle arrive, c'est les drones sous-marins. Voilà. Alors, on s'y prépare, et donc ça, c'est vraiment le coup d'après, parce que les forces sous-marines, bon, je pourrais dire beaucoup de choses sur les forces sous-marines, ce qui se passe en ce moment, les fonds marins, etc. Il y a beaucoup de pays qui souhaitent s'en équiper, comme vous l'imaginez, mais il y a beaucoup de pays qui s'équiperont aussi de systèmes autonomes sous-marins. C'est complexe à mettre en œuvre. Quand on est dans les fonds sous-marins, il y a un truc qui manque, c'est les communications au débit quand même. Voilà, donc on aura énormément d'innovations technologiques à mettre en œuvre pour être capable d'avoir ces fameux drones sous-marins employables avec des capacités militaires et très probablement en complément de ce que font les forces sous-marines. Mais on s'y prépare. Je me souviens d'un ancien directeur de l'AID qui avait cru avec nous il y a quelques années déjà et qui nous avait engagés à y aller. Et quand il est devenu DGA, finalement, il a été au bout de ses idées et nous sommes partis sur un programme incroyable qui s'appelle Unmanned Combat Underwater Vehicle et qui nous permettra de préparer la guerre de demain. Donc ça, c'est un point important. Il y a un sujet, avant de laisser la parole, qu'on n'a pas évoqué dans l'économie de guerre, mais qui est important, parce que Eric l'a un peu abordé quand même, c'est que si on veut un outil industriel efficace, compétitif, il faut du volume. Voilà, le volume qu'on a en France est celui qu'on a en France, et la LPM est déjà à un niveau élevé, et donc il faut aller gagner à l'international. Et gagner à l'international, évidemment, dans l'environnement de cette économie de guerre, c'est aussi gagner en innovant. Il y a énormément finalement d'innovations que l'on fait pour être plus fort dans le combat de demain qui peuvent nous permettre de gagner à l'international. J'en cite juste une parce qu'elle est d'actualité, qui est la mise en place de systèmes propulsifs avec des batteries lithium-ion pour les sous-marins. C'est une innovation française. Alors ça provient d'études et d'études à monde il y a quelques années et d'un engagement permanent avec une entreprise magnifique qui s'appelle Saft et qui a bénéficié de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde des batteries civiles pour être capable d'avoir une innovation de rupture qui servira, et notamment qui servira à gagner à l'international, comme on le fait dans le monde sous-marin. Voilà. Donc il y a des process, il y a l'observation de ce qui se passe, il y a des ruptures technologiques. Voilà, je crois qu'on ne va pas faire la liste à l'après-vert, j'en ai cité deux. Le domaine du monde sous-marin et des drones sous-marins et l'efficacité énergétique, la propulsion, les batteries, sont deux ruptures dans le domaine naval absolument essentielles. Absolument, et ce sont des domaines qu'on suit de très très près. Alors quand on parle du temps court, temps long, la DGA a deux missions, c'est équiper les forces et c'est préparer le futur de notre système de défense. Et c'est quoi les risques qui sont derrière? Le premier risque, c'est le nivellement, et le deuxième risque, c'est le déclassement. Le premier risque, c'est le nivellement, Eric, tu en as parlé il y a un instant, c'est si on prend le domaine des drones. Le domaine du drone, il est tiré par l'industrie du divertissement aujourd'hui. C'est-à-dire que ça va très très vite, qu'on voit de nouvelles plateformes, qui sont des plateformes qui peuvent être extrêmement performantes. Et finalement, la spécificité de défense, c'est d'équiper ces plateformes d'un certain nombre de charges utiles, dans tous les domaines, qu'elles soient armées ou pas, qui permettent de réaliser des missions. Et donc ça va très vite, et nos compétiteurs ont accès à ces technologies-là en termes de développement, de détournement finalement de technologies civiles pour des besoins militaires. Le problème, c'est qu'il y a des domaines qui ne sont pas duaux. Et typiquement, si le domaine des drones est dual, d'intérêt civil et militaire, le domaine de la lutte anti-drone ne l'est pas. Et que donc, on se doit de préparer le glaive et le bouclier en même temps et d'aller accélérer sur les domaines sur lesquels, si personne n'y va, il n'y a plus que nous, finalement, État et industrie de défense pour y aller, à savoir développer les systèmes de riposte face à ce risque de nivellement qui est dans, j'ai parlé des drones, mais qui est dans tous les domaines. Vous vous souvenez que quand l'impression 3D a été mise en place, elle est beaucoup plus évoluée dans le domaine civil que dans le domaine militaire, mais que très rapidement, sur les théâtres d'opération, en particulier en Syrie, et en Irak, on a trouvé des fermes d'impression 3D
en plastique permettant d'imprimer, par exemple, des mines antipersonnelles. Donc on a toujours ce risque de nivellement, ça c'est le court moyen terme. Et puis on a un risque de déclassement. Vous parliez des ruptures, c'est le vrai risque. Le risque de laisser passer des ruptures qui, derrière, vont devenir des ruptures technologiques, militaires et très rapidement des ruptures géostratégiques. Donc ça, on a un outil, ça s'appelle la loi de programmation militaire, qui nous permet, sur la durée de la LPM, d'avoir à peu près 10 milliards d'euros de budget en faveur de l'innovation, pour nous permettre, dans un certain nombre de domaines, de garder l'avantage, ou en tout cas de tenter de rester en tête de la course. Évidemment, l'hypervélocité, alors plus que l'hypersonique d'ailleurs, l'hypervélocité, je rappelle, hypersonique au-delà de Mach 6, hypervélocité capable de manœuvrer au-delà de Mach 6. Et je dis pour mes amis, je ne sais pas si le journaliste en question est dans la salle, mais une fois on m'avait posé la question de savoir, et le pilote dans tout ça, à Mach 20, qu'est-ce qu'il fait? Mach 20, il passe de l'état solide à l'état gazeux assez rapidement, mais bon, c'est pas le sujet. Néanmoins, ce concours, cette course à l'hypervélocité, on la voit aujourd'hui, notamment sur les théâtres d'opération et notamment en Ukraine. Hypervélocité, tu en as parlé, Eric, armes à énergie dirigée, évidemment, dronisation dans tous les milieux, et puis les grandes stars des ruptures technologiques, l'intelligence artificielle, sur lequel je pourrais parler assez longtemps, mais comme je vois le chrono qui file, je vais faire attention. Et vous avez vu qu'on vient de créer l'agence ministérielle de l'intelligence artificielle de défense qui fera à la fois de la recherche et de la production. Et le quantique, là je peux en parler encore plus longtemps, et je ne le ferai pas, mais où il y aura un avant et un après, et sur lequel d'ailleurs on travaille tous ensemble. On travaille industrie, start-up, PME, France 2030. Et par exemple, pour le compte de France 2030, nous animons le projet qui s'appelle Proxima, c'est 430 millions d'euros pour développer par un partenariat d'innovation un ordinateur quantique à qubit parfait d'ici à moins d'une dizaine d'années. Ce qu'on fait, on met les 5 premières startups du quantique sur la ligne de départ, et puis on regarde ceux qui arrivent à rejoindre la ligne d'arrivée en finançant à chaque étape. Et en sachant finalement que la France n'est pas si en retard que ça, parce que quand vous regardez les grandes entreprises, Google, IBM, et la taille de leurs équipes qui travaillent sur l'ordinateur quantique, c'est quelques centaines de personnes, c'est à peu près la taille des startups en France qui travaillent sur le quantique. Donc voilà, tout ceci est quand même, le temps court, le temps long, c'est quelque chose auquel on travaille, qui nécessite d'adapter notre outil, et donc la LPM est faite pour ça, et qui nécessite évidemment d'accélérer dans un certain nombre de domaines qui sont jugés prioritaires par leur intérêt économique et par leur intérêt militaire. Alors, justement, sur la question du développement de ces technologies, vous avez évoqué au début la question des financements. On comprend bien que ça passera par des coopérations, ou bien des coopérations entre l'État et les industriels, ou bien même au sein des pays, au sein d'industriels qui sont représentants de différents pays. Je voulais avoir des cas concrets, par exemple avec Airbus, le développement du SCAF. Comment on fait pour garantir la souveraineté des pays, des évolutions technologiques et des développements quand on est des entreprises qui coopèrent? Peut-être que c'est difficile. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Non, c'est super facile. C'est top, hein. La coopération à l'international, chez Airbus, pour arrêter de dire que c'est notre ADN, c'est le pain quotidien. On est né dans un monde de coopération. L'entreprise elle-même, elle est le résultat d'un projet de coopération européenne. Maintenant, de là à dire que la coopération est facile, non. Par contre, la coopération, elle est indispensable par les temps qui courent. Donc, le programme SCAF est effectivement un très bon exemple de coopération, d'un enjeu supérieur, d'un système de combat qui lui-même embarque un grand nombre de technologies. Et quand je dis un système de combat, ce n'est pas un avion, c'est un système de combat, avec un avion, avec des drones, avec des systèmes de connectivité. Donc effectivement, ça part de l'avion, un certain nombre de drones. Pour aller plus vite, on a présenté la semaine dernière à Berlin le Loyal Wingman, qui est un drone d'accompagnement d'avions de chasse avec un équivalent français connu. Il faut qu'on aille vite. Il faut qu'on soit capable de faire ces programmes de coopération justement en ayant un mélange de part nationale et de part internationale. Et alors ça amène sur l'autre difficulté, des difficultés de propriété intellectuelle,
La discussion de la règle de propriété intellectuelle sur le programme SCAF a été longue, elle a débouché, on a forcément trouvé un accord à la fin avant de signer le contrat. Ça fait partie des mots nécessaires quelque part, il faut passer par ça, mais ces coopérations qui donnent souvent l'impression de ralentir, si on arrive à trouver les bonnes façons de le faire, les bons partages de travail, les bonnes méthodes, on a quelque chose de très puissant. Et puis on se retrouve dans le mode ensemble, on va plus loin. Mais c'est sûr que dans un premier temps, il y a une assez grosse difficulté. Et alors pour les technologies, pour quand même faire donner un peu de couleur à ce que je viens de dire, la connectivité est ce qui lie beaucoup le programme FCAS. Alors, il y a la connectivité entre l'avion et le drone, ça, entre le remote carrier, comme on l'appelle, et le Next Generation Fighter. Il y a la notion de cloud, avec toute une couche de connectivité. Qui dit cloud, dit un certain nombre de couches de protocoles de communication, dit une capacité de commande et contrôle qui peut partir dans l'avion si jamais il y a une coupure avec le système de commandement central. Donc le pilote dans son avion peut se retrouver en command and control, en C2. Et on peut aller encore plus loin en disant qu'un satellite ou un pseudo-satellite, un Zephyr, peut être lui-même ce qu'on appelle dans le monde de la com mobile un non-terrestrial network, géré du système de communication par satellite ou par la stratosphère. Le tout devant naturellement avoir les bonnes bandes passantes, les bonnes latences, etc. Donc c'est tout cet ensemble de technologies qui se développent, les technologies classiques d'avion aéronautique qu'on maîtrise, mais plus important aujourd'hui, des technologies de système de système. Donc voilà pour l'ensemble. Et oui, je termine comme j'ai commencé. C'est pas facile, mais c'est absolument indispensable. Peut-être pour rebondir là-dessus, vous connaissez tous la phrase « quand on est tout seul, on va plus vite, quand on est à plusieurs, on va plus loin ». Pour peut-être plus prosaïquement, moi, je n'ai pas peur d'insister sur le fait que l'ADN de MBDA, c'est effectivement la coopération. D'ailleurs, je ne connais pas personnellement d'autres entreprises au monde qui soient à ce point au cœur du cœur de la souveraineté. En France, on va même jusqu'à l'une des deux composantes nucléaires, l'aéroportée, et qui soit en même temps une entreprise plurinationale avec toutes les nationalités représentées, par exemple, dans mon comité exécutif. Et si c'est comme ça, c'est pas un hasard. C'est parce qu'on n'a pas le choix. J'ai dit tout à l'heure qu'on couvrait l'ensemble de la gamme des armements complexes. Et en Europe, aujourd'hui, sans coopération, une entreprise comme MBDA, enfin ce que fait MBDA, couvrir l'ensemble de la gamme, ne serait pas possible. Tout simplement parce que dans aucun de nos pays, pris séparément, nous ne pourrions trouver l'ensemble des ressources, pas seulement financières, mais également humaines, pour couvrir l'ensemble de ce spectre en même temps. Et donc, la vraie question, c'est effectivement, ça c'est l'avantage que ça procure, c'est effectivement quelles sont les difficultés à traiter. Alors, il y a le sujet propriété intellectuelle, mais le sujet propriété intellectuelle, c'est un sujet, entre guillemets, classique dans le monde des entreprises, dans le monde des affaires. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Ça ne veut pas dire que c'est simple à traiter, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Ce qui est extraordinaire dans notre domaine, qui est particulier, c'est la question des souverainetés nationales. Et donc, comment coopérer tout en conservant au niveau de chaque nation sa souveraineté. Et donc là aussi, je pense que ça peut être utile de revenir aux fondamentaux et de finalement se poser la question, c'est quoi la souveraineté ? Alors moi, j'ai ma définition. Pour moi, la souveraineté, c'est une liberté d'appréciation. Par exemple, la Deuxième Guerre d'Irak, si la France n'y est pas allée, c'est parce qu'elle avait une appréciation objective, indépendante, de confiance, qui lui donnait des informations qui n'étaient pas celles que lui donnaient les Américains. C'est la liberté de décision, le fait de ne pas pouvoir faire pression sur les gouvernants qui auront des décisions à prendre.
Par exemple, la naissance de la dissuasion, c'est le fait que les Russes aient fait pression sur la France et sur le Royaume-Uni pour qu'ils arrêtent leur opération en Suez, sur le canal de Suez. Et puis, c'est la liberté d'action. Donc là aussi, autre exemple, quand la France décide en 2011 de transférer des troupes d'Afghanistan au Mali, il y a des missiles américains, les Hellfire, qui ne peuvent pas partir en même temps que les hélicoptères, parce qu'il faut attendre l'autorisation du Congrès américain. Voilà, c'est la liberté d'action. Et donc, une fois qu'on a bien en tête ce que sont les fondamentaux de qu'est-ce que ça veut dire une souveraineté, eh bien, il faut s'assurer que ces principes pourront être respectés dans cette coopération. Et donc, il faut poser ces bases dès le départ de la coopération et s'assurer dans les accords que les différents États passent entre eux que ces souverainetés seront respectées. Et c'est ça qui s'est fait autour de la création de MBDA, et c'est ça qui fait que MBDA aujourd'hui peut fonctionner. Donc la coopération, ça peut fonctionner, MBDA en est la preuve, mais il y a quelques sujets qu'il faut vraiment bien traiter dès le départ. Voilà, alors vu que Naval Group n'est pas forcément un exemple de coopération ou d'entreprise organisée en coopération, et pour des tas de raisons et sur lesquelles je pourrais revenir, voilà, et donc en complément de ce qu'on dit, je vais peut-être aller sur quelque chose qui finalement nous rejoint, qui est l'humain. À la fin, tout ce qu'on vient de se dire, c'est quand même l'œuvre d'hommes, de femmes, d'ingénieurs, d'ouvriers, de techniciens, qui à la fin vont contribuer à notre souveraineté, vont contribuer à faire des équipements pour nos forces, et à la fin vont continuer à nous protéger. Et c'est vrai qu'on aime beaucoup sur la coopération en parler, enfin, et parfois quand on parle de l'Europe, à se dire c'est compliqué, etc., nous ne le faisons pas. Moi, je peux vous dire que ce qui est extrêmement fort aujourd'hui, et pour avoir été, nous sommes une génération d'ingénieurs qui avons commencé sur un très grand nombre de programmes en coopération. Moi, quand j'étais jeune ingénieur, quasiment tous les programmes d'armement étaient en coopération. Et puis on est passé par une période extrêmement compliquée. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qu'on le dit, bon, vous avez vu que les collègues sont extrêmement enthousiastes, mais il y a quelque chose qui se passe, et qui se passe même au niveau des hommes et des femmes qui constituent les outils de défense. Voilà, Naval Group, on n'a pas de grand programme en coopération, on n'a pas de système de combat aérien du futur, on n'a pas de sous-marin nucléaire ensemble, on n'a pas de... Voilà. Mais par contre, on est extrêmement actif aujourd'hui dans le Fonds européen de défense sur toutes les opportunités qu'on a de coopérer sur des technologies. Et à travers ça, et à travers ce qui se passe, on recrée une génération de jeunes ingénieurs qui croient en l'Europe. Et voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin, il y a besoin de grands emblèmes, il y a besoin de grands programmes, mais toutes ces initiatives qui sont menées par nos États et qui sont vraiment menées à l'origine, la technologie, le Fonds européen de défense, les choses qu'on fait ensemble, ont un effet absolument extraordinaire pour recréer une génération de jeunes, moins jeunes aussi, engagés dans nos outils de défense et qui vont croire ensemble à l'Europe. Et ça, c'est extrêmement important. Donc si Naval Group n'est pas un exemple d'entreprise de coopération, au nom de Naval Group, je clame pour beaucoup plus de programmes ensemble, de projets, de technologies et de choses qui nous feront émerger cette génération de jeunes Européens convaincus. C'est bien dit. Je vais être rapide parce que je vois que le temps file, mais simplement l'autonomie stratégique, effectivement, c'est pas l'autarcie. Et donc le fait de faire des coopérations, c'est consubstantiel. Il faut qu'on développe nos capacités. Effectivement, en coopérant, on va plus loin. Peut-être on va aussi ou plus vite, et j'espère on va moins cher. Ce qui est aussi quand même un paramètre. Alors est-ce que c'est facile? Non. Tout ce qu'on développe en coopération, on le fait dans le respect des nations qui coopèrent. Effectivement, le modèle MBDA est un modèle extrêmement intéressant, parce que le modèle MBDA respecte effectivement l'autonomie stratégique et la souveraineté de l'ensemble des nations qui le composent. Et donc, avoir des champions Airbus, MBDA au niveau européen contribue à consolider la BITD européenne. Et en même temps, ce qui nous intéresse, c'est aussi d'avoir de l'interopérabilité. Alors, chaque fois que je le dis, je rappelle, l'interopérabilité, c'est pas l'itaropérabilité. Donc, effectivement, on doit faire attention avec qui on coopère et pourquoi. Et on a ces différents cercles. Il y a un cercle sur lequel on coopère très peu, voire pas du tout, c'est la dissuasion. La France est une puissance dotée, et en Europe, c'est la seule puissance dotée, je parle depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. On doit être autonome stratégiquement sur les technologies de dissuasion.
Ensuite, il y a un cercle européen sur lequel on veut développer des briques technologiques qui soient utiles pour l'ensemble des États membres. Et puis ensuite, il y a le marché. Et tout ça bouge. Et vous avez vu, alors c'est le Paris Air Forum, mais je ne vais pas parler d'aviation pour autant uniquement, qu'il y a quelques années, on avait dit les munitions de petit calibre, c'est pas souverain, c'est pas intéressant, c'est pas stratégique. Et nous venons de décider de recréer une filière nationale souveraine en coopération avec la Belgique de munitions de petit calibre. Donc tout ceci est un paysage nécessaire pour nous permettre d'assurer l'autonomie stratégique française et également européenne. Peut-être je sais que le temps passe, mais je voudrais rebondir sur ce que disait Pierre-Éric, parce que avec un témoignage, c'est vraiment quelque chose ce que tu décris, Pierre-Éric, on vit, enfin en tout cas que moi je vis au sein de MBDA. Aujourd'hui, beaucoup des cadres dirigeants ou des gens qui comptent pour la conduite de MBDA, même chez nos actionnaires, sont des gens qui ont effectivement grandi au sein de programmes de coopération. Et donc, ça crée, comment dire, un état d'esprit, une compréhension mutuelle qui, je pense, est l'un des ingrédients très, très importants dans la façon dont on arrive à avancer. Et donc, effectivement, avoir toutes ces occasions d'avoir des équipes plurinationales avec beaucoup d'origines qui coopèrent, je pense que c'est ça le moteur et à la fois également le carburant des coopérations d'aujourd'hui, mais des coopérations de demain. Et donc effectivement, tout ce qu'on peut développer comme coopération au niveau des technologies, mais aussi au niveau des grands programmes, effectivement, c'est vraiment le carburant et le moteur dont on a besoin. Alors moi, je vais rebondir sur ce que vous dites, puisqu'on a parlé beaucoup de matériel, un petit peu des gens, et c'est ce que vous venez d'aborder tous les deux. Et justement, l'homme dans la guerre de demain, ça peut doubler comme conclusion, puisqu'on parle beaucoup du matériel, mais c'est pour protéger à la fin des personnes. Qu'est-ce qu'il devient, le pilote, le marin, le soldat de demain, là-dedans? Comment il sera protégé? Comment il va agir? Si vous aviez un petit mot à dire chacun là-dessus. Alors, l'homme, c'est plutôt une question d'ailleurs pour l'état-major des armées, pour le coup, parce que c'est l'utilisation de l'humain dans les guerres du futur. Moi, je suis absolument convaincu que l'homme restera toujours au centre. En témoignent d'ailleurs les débats qu'on avait eus sur les systèmes d'armes létaux intégrant de l'autonomie, en gros ce qu'on avait appelé les robots tueurs, où il y a un principe qui me semble essentiellement fondamental, qui est le principe de la permanence de la responsabilité du commandement. C'est l'homme qui a la main. Et face à des machines dotées d'intelligence artificielle, eh bien, on ne peut pas donner à une machine la capacité de se donner elle-même sa mission ou de modifier la mission qu'on lui aurait confiée. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut juste changer de référentiel. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un homme qui opère des machines, il faut aussi avoir des machines qui regardent l'homme et qui comprennent sa manière d'agir, qui vont l'aider dans des tunnels cognitifs, par exemple pour un pilote de chasse. C'est tout ce qu'on appelait effectivement le man-machine teaming, c'est-à-dire le fait d'avoir un couple entre quelque chose de piloté, finalement, que ce soit un matériel terrestre, naval ou aérien, et puis un matériel dronisé et autonome. Et je pense que la place de l'homme, elle restera centrale de toute manière dans les guerres de demain. La place de l'homme en tant que pilote, en tant qu'opérateur de char, en tant que commandant de bateau, certainement. La place de l'homme aussi dans notre industrie de défense, parce qu'on est face à une guerre des talents aujourd'hui. Et on a besoin d'ingénieurs et on a besoin de scientifiques. Pas que d'ailleurs, on a besoin de techniciens. Je me tourne vers mon voisin de droite. On a besoin de câbliers, on a besoin de soudeurs. Et que donc cette guerre des talents, il faut que tous ensemble, on s'y adapte. Industrie comme DGA, comme armée, pour recruter les meilleurs, pour les fidéliser, pour les garder, pour avoir des échanges croisés, de telle manière à ce que l'on puisse à la fois gagner la guerre de l'homme dans les opérations militaires et la guerre des talents dans l'industrie et dans la BITD. Non mais, monsieur le délégué général de l'armement a tout dit. Voilà, sur la place de l'homme, et on ne va pas en rajouter. Juste rajouter, moi je vais terminer avec une citation de Jules Verne, tiens. 20 000 lieues sous les mers. La mer, c'est l'immense désert où l'homme n'est jamais seul, car il sent frémir la vie à ses côtés. Voilà, je peux vous assurer, il y aura toujours des marins pour opérer les navires dans cette guerre de demain extrêmement technologique, on l'a dit, extrêmement complémentaire de ce combat collaboratif entre des navires avec équipage, des navires sans équipage.
Et donc, dans cet immense désert, il y aura des marins, en tout cas, on s'en occupe. Vous savez qu'on a beaucoup parlé d'innovation. Le fait d'avoir des équipages et de pouvoir faire en sorte que des équipages tiennent des mois à la mer, dans ce qu'est le monde d'aujourd'hui, c'est un des sujets d'innovation d'une entreprise comme Naval Group. Voilà, donc faisons en sorte que nous leur fournissions les moyens d'accomplir leur mission, à la fin. Pourquoi ? Tout simplement pour nous protéger. Je vais complètement pourrir le chronomètre, là, mais tu me fais penser à un truc, c'est la prise de risque aussi, l'homme. C'est la capacité de prise de risque, et si tu veux une métaphore navale, les bateaux, ils sont au port, mais ils ne sont pas faits pour ça. Alors bon, Pierre-Éric a cité 20 milieux sous les mers, je pourrais faire du Saint-Exupéry, mais on va le faire un peu plus basique. À cause d'une situation géopolitique qui nous prouve qu'il le faut, et si je fais un tout petit peu d'allusion, malgré un contexte politique qui ne paraît pas toujours très favorable, en particulier dans notre pays, il y a besoin de ces technologies, de ces développements et de cette coopération et de cette force européenne. Et je vais citer juste un exemple, alors ça tombe bien parce que quelqu'un qui va y être sensible qui vient d'arriver. Aujourd'hui, dans la force de dissuasion française, il y a des ravitailleurs. Ces ravitailleurs, ils sont produits dans différents pays d'Europe, assemblés à Toulouse, modifiés à Retafe, en Espagne, là où j'ai mon bureau, et ensuite livrés et opérés depuis la base de Villacoublay ou un peu partout dans le monde. Et ça, dans un monde très national, cette contribution à la dissuasion française, ce ne serait pas possible. Voilà, c'est juste un exemple, ce n'est pas une citation. Voilà, effectivement, beaucoup de choses ont été dites. Alors moi, je ne me sens pas du tout légitime pour porter un avis sur ce qui peut se passer au niveau des pilotes, des marins, etc. La seule chose qui me paraît à la fois importante et évidente, c'est que je pense que l'homme et la femme vont rester dans la boucle et doivent rester dans la boucle de décision. Pour ce qui est du côté industriel, quelle que soit la technologie que vous manipulez, et quel que soit le niveau de technologie de votre entreprise, ça commence toujours avec des hommes et des femmes. C'est vraiment ça la matière première. Et je voudrais profiter des quelques secondes, enfin des secondes négatives, puisqu'on a dépassé le temps, dont je dispose pour plutôt essayer de casser une image ou casser un tabou, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'ingénieurs dans notre métier, et on a besoin d'ingénieurs, c'est vrai, mais pas que. L'une des caractéristiques de l'industrie de défense, et en particulier de MBDA, c'est que quand on se lève le matin, on sait pourquoi on se lève. On a une mission qui est très claire, qui est de fournir à nos forces armées des capacités militaires décisives qui leur permettent d'emporter la supériorité opérationnelle sur le terrain. Voilà, c'est clair. Et on sait qu'on se lève pour ça. Mais ça vient également avec une très très forte responsabilité. Et donc oui, il faut qu'on excelle dans le domaine des technologies, dans le domaine de l'ingénierie, mais il y a des tas d'autres domaines dans lesquels on doit absolument exceller. Bien entendu, tout ce qui concerne l'éthique, mais également l'agilité. On en a parlé tout à l'heure. Être capable d'inventer des nouvelles façons de travailler, des nouveaux business models, des nouvelles façons de servir nos forces armées, ça fait partie de nos besoins. Et donc, la meilleure façon d'ailleurs de s'en rendre compte, de voir cette diversité d'activités et de besoins au sein de MBDA, qui vont des grands programmes à la création de start-up pour développer des applications d'intelligence artificielle. Si je peux faire un petit peu de retape, le meilleur moyen, c'est de venir nous voir. Merci à tous. Une prochaine conférence commence très bientôt, donc je vous demande de sortir. Merci infiniment.